Emmanuel Macron prétendait pourtant au début de son premier quinquennat, quand il recevait Vladimir Poutine à l'Élysée ou à Brégançon, à cette époque-là, on se rappelle de ses vœux aux ambassadeurs où il fustigeait l'État profond et les néoconservateurs, mais on voit que ces néoconservateurs reviennent aujourd'hui en force à tous les postes stratégiques avec des mouvements très profonds dans l'armée et au Quai d'Orsay. Donc on voit bien que c'est tout ce dispositif-là qui est en train de se mettre en place, sans compter la multiplication des provocations qui font de la France de facto aujourd'hui un co-belligérant, et il semble que les Russes jouent une forme de patience. Il y a eu le bombardement de cet internat à Louhansk. Aujourd'hui, on a les drones sur Moscou avec les propos de Macron sur la profondeur. C'est-à-dire que clairement, Emmanuel Macron, dans ses déclarations, en plus du soutien à l'Ukraine, encourage les Ukrainiens à attaquer le territoire russe. Donc on voit qu'on est sur une stratégie de provocation vis-à-vis de la Russie pour pousser la Russie à opérer exactement. C'était d'ailleurs les aveux de François Hollande et d'Angela Merkel au sujet des accords de Minsk, puisque des années après, on nous a expliqué que les accords de Minsk, c'était pour gagner du temps afin de réarmer l'Ukraine. Donc on est vraiment dans cette stratégie de confrontation de haute intensité et de provocation vis-à-vis de la Russie, avec, en ce qui nous concerne, euh, une stratégie du pouvoir qui consiste à faire taire toutes les voix pacifistes ou qui documenteraient ce bellicisme de nos dirigeants. Je pense en particulier à Xavier Moreau et à Jacques Beau, qui ont été visés par le régime des sanctions qui était jusque-là réservé aux oligarques russes, avec effectivement le gel de leurs avoirs dans l'Union européenne et l'interdiction d'entrer sur le territoire de l'UE. On voit aujourd'hui le régime, la Macronie et sa presse orienter ses attaques sur ce front-là sur une personnalité. C'est-à-dire que ces attaques au niveau médiatique, ces attaques se sont cristallisées sur Ksenia Fedorova. Parce qu'en fait, à travers Ksenia Fedorova, c'est Vincent Bolloré qui est visé. D'ailleurs, quand on lit les articles, j'invite les gens à bien lire, les auditeurs à bien lire les articles. Vous voyez qu'il y a des allusions, je dirais, aigriardes, qui laissent peu de doute au fait que les attaques contre Ksenia Fedorova visent en fait la vie privée de Vincent Bolloré, puisque dans Le Monde, il est question, on parle de Ksenia Fedorova comme d'une intime de Vincent Bolloré, et dans Le Canard enchaîné, les allusions sont encore plus claires, puisque je crois qu'il est question de la protégée du vieux monsieur. Voilà, donc ça, c'est une des clés. C'est-à-dire, est-ce que Vincent Bolloré va tenir et résister, sachant que, personnellement, je porte un dossier qui, médiatiquement, peut être explosif pour le pouvoir, ne serait-ce que de le couvrir. C'est-à-dire comment les Macron ont géré Becoming Brigitte, de Xavier Poussard et Candace Owen. S'il y a le procès américain qui arrive le 22, est-ce que Vincent Bolloré va répondre, puisque visiblement l'attaque des Macron, en tout cas dans ses allusions, vise supposément sa vie privée. Donc ça, c'est vraiment une ligne de front qu'il faut suivre, puisque le front intérieur aujourd'hui est là. Donc souvent, quand je discute et que je pose simplement les faits comme je les ai posés aujourd'hui, les gens sont incrédules. Mais comment Emmanuel Macron, la guerre contre la Russie, mais comment, pourquoi? Enfin, on voit qu'il y a un problème même dans les représentations. Pourquoi ?
parce que Emmanuel Macron est un personnage ridicule. Et donc, en fait, il y a cet écart. D'ailleurs, si on croit l'histoire officielle qui nous est racontée au sujet d'Emmanuel Macron, on croit que en fait Emmanuel Macron c'est Aignan dans Le Petit Nicolas, c'est-à-dire que c'est le premier de la classe et que les Français le détesteraient parce que il serait un élève modèle. Or, si on comprend Becoming Brigitte, on comprend qu'en fait Emmanuel Macron est un marginal, est un transgressif absolu. Et cette dimension ridicule du personnage renvoie quand même à l'idée du 18 Brumaire de Louis Bonaparte, hein, de Karl Marx, où en fait Karl Marx fait la comparaison entre le 18 Brumaire de Napoléon et le 18 Brumaire de son neveu, enfin le coup d'État de son neveu. Et il dit, répondant à Hegel, que l'histoire se répète deux fois, la première fois comme une tragédie, comme une grande tragédie, et la deuxième fois comme une farce sordide. Et il semble que Marx ait eu de l'avance et que la farce ce n'était pas Napoléon III. La farce, visiblement, c'est Emmanuel Macron, puisque là, on a, pour le coup, la volonté d'entrer en confrontation directe avec la Russie, la volonté d'être le maître de l'Europe, peut-être même du monde, hein, pourquoi s'arrêter en si bon chemin, et en même temps, Emmanuel Macron revendique la dimension eschatologique de son personnage. Je voyais que le sujet sur lequel j'avais fait ma précédente vidéo, La fabrique du mensonge de France 5, avait tourné en ridicule Bertrand Scholler, parce que Bertrand Scholler, lui, a une analyse eschatologique du quinquennat, ou en tout cas du règne d'Emmanuel Macron. Mais ce n'est pas Bertrand Scholler qui pose son action sur le plan eschatologique. Je veux dire, quand Emmanuel Macron, devant des journalistes du Financial Times, hein, dit la bête de l'événement est là, il est clairement dans une référence à l'Apocalypse ou au livre de la Révélation, comme disent les anglo-saxons. Donc lui, Emmanuel Macron, se voit un rôle eschatologique et un destin impérial. Donc c'est pour ça que c'est un homme dangereux. Et encore une fois, la dangerosité du personnage et son ridicule ne sont pas antinomiques. Hein. Et comment on résout cette équation impossible entre ce personnage ridicule et le destin qu'on lui a promis, hein, et qu'il fait tout pour accomplir, c'est la citation de Baudelaire, reprise dans Ujo le suspecte, qui est que la plus grande ruse du diable, c'est d'avoir fait croire à tout le monde qu'il n'existait pas. Hein, Macron fait croire à tout le monde qu'il n'existe pas. Comment ce personnage peut-il prétendre à ça, vu ce qu'il est ? C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas un jour, sans qu'il y ait quelque chose d'absolument grotesque. Voilà, donc c'est ce point de situation que je voulais faire aujourd'hui, donc à un an de l'élection présidentielle, donc avec quelques concepts clés, hein, le destin d'Emmanuel Macron, diriger l'Europe, peut-être même le monde. On va rester sur l'Europe avec le prix Charlemagne et cette couverture de The Economist, le sauveur de l'Europe, diriger l'Europe. Comment diriger l'Europe fédérale ? Fédéraliser l'Europe, c'est-à-dire passer un gap, hein, au niveau de la construction européenne qui est mal nommée, puisqu'en fait c'est une destruction de l'Europe, de ses nations et de ses peuples, hein, mais c'est passer un gap, faire un saut, si vous voulez, par deux concepts qui sont le moment hamiltonien, c'est-à-dire la fédéralisation par la dette, et le moment bismarckien, la fédéralisation par la guerre, dans une guerre de haute intensité contre la Russie, en prenant le lead de l'OTAN à la faveur du retrait des États-Unis d'Europe. Voilà, c'est ça l'agenda d'Emmanuel Macron. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas penser 2017 et la ligne de front, c'est effectivement les procédures américaines contre Candace Owens. Donc comment les Américains vont médiatiser ça, et est-ce que des oligarques ayant des groupes de presse, ayant moyen
d'alimenter des campagnes de presse et qui, se trouvant attaqués sur leur vie privée par ce régime exactement, comme François Fillon avait été attaqué sur Pénélope, avec en sous-texte des grosses allusions sur Joël Le Teul, etc. Je me rappellerai toujours de ce long papier de Claude Askolovitch, papier de commande évidemment dans Vanity Fair, revenant sur la relation entre François Fillon et Joël Le Teul, homosexuel bien connu, et est-ce que les ouailles de François Fillon, cette France de la manif pour tous et du fascisme en Lodène, connaît cette histoire de François Fillon avec Joël Le Teul. Donc il y a toujours cette attaque sournoise des Macron sur la vie privée, que ce soit François Fillon hier, que ce soit Vincent Bolloré aujourd'hui. Et est-ce que la droite de conviction va enfin répondre? Est-ce que Vincent Bolloré va se rebeller, ou est-ce qu'il fera comme François Fillon, qui avait appelé à voter pour Emmanuel Macron dès le soir du premier tour? Voilà, c'est tous ces événements qu'il faudra suivre. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où nous aborderons... Dans son intervention, Xavier Poussa quitte progressivement le terrain des réseaux médiatiques pour aborder ce qu'il considère comme le véritable enjeu de la présidentielle de 2027. L'avenir institutionnel de la France et de l'Europe, son raisonnement repose sur une idée centrale négligée dans les débats politiques classiques. Les élections ne seraient pas uniquement des affrontements entre candidats, mais également des moments où des projets historiques de long terme cherchent à s'imposer. Selon cette lecture, Emmanuel Macron ne doit pas être analysé seulement comme un président français confronté à une fin de mandat difficile, mais un acteur engagé dans une dynamique européenne beaucoup plus large. Pour soutenir cette thèse de Poussa, mobilise plusieurs symboles, distinctions honorifiques, réseaux sociaux, réseaux d'influence et références historiques, afin de montrer que Macron aurait toujours été associé à une ambition dépassant les frontières françaises. L'apport le plus intéressant de cette analyse réside dans les concepts de moment hamiltonien et les moments bismarckiens. Derrière ces références historiques se cache une idée simple: les grandes transformations politiques